Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire qui est aujourd'hui présenté par le Dr Schoss et qui s'intitule Les oméga 3 et antioxydants dans la protection immunitaire. Alors du coup, comme à chaque fois, la présentation va durer environ 30 minutes. Et donc, Dr Schoss va présenter ce qu'est l'IEDM, donc l'Institut européen de diététique et de micronutrition, ainsi que l'importance de la micronutrition. Puis nous parlerons d'inflammation et d'oxydation et du rôle des oméga 3 et des antioxydants dans ces deux processus. Et enfin, on vous donnera quelques idées de recettes pour mettre en application les conseils du Dr Schoss. Et ensuite, vous aurez la possibilité donc de poser des questions. Donc, sachez que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation. C'est mieux pour nous, ça nous permet d'anticiper, de les voir en avance. Et pour ça, en fait, il faut cliquer sur le petit icône converser qui se situe en bas de l'écran. Et vous pouvez directement poser vos questions dans le pavé texte. Voilà. Et donc, du coup, le Dr Schoss qui est avec nous aujourd'hui est président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Il a écrit aussi de nombreux livres sur la micronutrition et il est directeur pédagogique de plusieurs diplômes universitaires de nutrition. Alors, Dr Schoss, vous êtes donc le président de l'IEDM. Pouvez-vous nous rappeler ce que l'on entend par micronutrition et les missions de votre institut ? Bien entendu. Alors d'abord, je voudrais saluer tous ceux qui ont pu se connecter à ce webinaire et je les en remercie. Pour commencer, parler en quelques mots de la micronutrition. C'est une discipline qui s'est développée en France depuis environ une petite trentaine d'années, qui a été à l'initiative d'un médecin qui était particulièrement visionnaire dans ses activités et dans sa vision de la médecine. C'est le docteur Christian Leclerc qui a réuni autour de lui un certain nombre de médecins et de biologistes dans un projet ambitieux qui a été entre autres celui de la micronutrition. Alors, cette micronutrition s'est inspirée, diapo, donc des nouvelles visions de l'impact de notre assiette sur la santé, sur deux aspects particulièrement, et notamment de l'importance de la partie non énergétique de l'assiette, de notre alimentation, dans toutes les grandes fonctions de régulation de l'organisme. Bien sûr, on connaissait les vitamines, les minéraux, les oligos, mais d'autres micronutriments ont montré leur importance, comme les acides gras polyinsaturés, dont on va reparler, et les fameux oméga 3. Également, toutes ces molécules qui sont antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-vieillissement, en particulier les polyphénols, et également certains acides aminés essentiels, dont certains sont des précurseurs des hormones du cerveau qu'on appelle les neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine, le neuromédiateur du stress. Le deuxième aspect de l'alimentation, c'est la présence des ingrédients de notre assiette qui ont des vertus à la fois probiotiques et prébiotiques pour notre microbiote intestinal et qui contribuent fortement, et on le sait maintenant, à la régulation de notre santé. Alors ces micronutriments peuvent effectivement être en déficit ou en carence. Diapo. Donc, ils peuvent être en déficit et en carence pour trois raisons. Alors, on a d'abord identifié le problème des apports. L'alimentation industrielle, ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée, contribue à l'affaiblissement de la richesse micronutritionnelle de l'assiette, mais pas que. Il y a également des différences interindividuelles puisque nous sommes tous différents en fonction de nos polymorphismes génétiques, en fonction de notre façon de nous comporter vis-à-vis des éléments de la pollution, que ce soit le tabac, l'alcool, mais également la pollution atmosphérique ou la pollution de l'alimentation. Et puis, le fait que nous puissions consommer pour des raisons médicales des médicaments, le fait que nous soyons plus ou moins malades, tout ça fait d'énormes différences sur la dépense des micronutriments pour notre organisme. Et la troisième raison, c'est l'assimilation. L'assimilation digestive dépend très fortement de l'état de santé de l'écosystème intestinal et en particulier du microbiote intestinal. Cela veut dire qu'il y a trois raisons pour lesquelles nous pouvons être en déficit. Alors,
ces déficits s'expriment en fait au niveau de toutes les fonctions de régulation de l'organisme, et ce schéma illustre un petit peu d'abord l'interaction entre toutes ces fonctions, puisque une assiette bien construite permet à l'interface digestive de bien fonctionner. Cette interface digestive est en relation avec les fonctions de notre cerveau, les fonctions cardio-métaboliques, en particulier notre aptitude à conserver un poids équilibré, et puis deux autres fonctions qui sont des fonctions cellulaires, c'est-à-dire que nos cellules ont besoin de se défendre contre toutes les agressions, et en particulier celles de l'oxydation, de l'inflammation, toutes celles qui contribuent au vieillissement, c'est la protection cellulaire. Et puis nos cellules ont besoin de communiquer entre elles, au sein des tissus, au sein des organes, et ça c'est la communication cellulaire. Eh bien, toutes ces fonctions sont nutritionnellement dépendantes, diapo suivante, et elles peuvent certaines fois être perturbées et notamment contribuer à l'expression clinique qui fait l'objet de beaucoup de motifs de consultation médicale, et en particulier au niveau digestif, les troubles fonctionnels digestifs, bien sûr, mais également les infections à répétition, les allergies, et puis l'interface digestive est responsable aussi de la fibromyalgie, parfois des complications de l'obésité. Au niveau du cerveau, c'est les problèmes de fatigue, de troubles de l'humeur, du comportement, du sommeil. Au niveau de la protection cellulaire, ce sont les douleurs ostéo-articulaires, l'arthrose, mais également toutes les pathologies dégénératives. Et puis la communication, c'est les problèmes de peau, les problèmes de Phaner, les problèmes de circulation, également de la fatigue. Et puis au niveau cardio-métabolique, ça peut être les problèmes de surpoids, d'obésité, des complications métaboliques ou cardiovasculaires. Donc finalement, on retrouve dans cette vision de la micronutrition une approche plus hippocratique de la nutrition. On ne s'intéresse pas qu'au surpoids ou à l'obésité, on s'intéresse à tous les problèmes de santé, que ce soit dans le domaine de la prévention, que ce soit dans le domaine des troubles fonctionnels, et puis également de ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire de tous les facteurs qui contribuent à un vieillissement réussi. Diapo suivante. Alors en pratique, la consultation s'adresse à toute personne qui souhaite individuellement répondre à une problématique de santé, en ayant deux possibilités. D'abord, mieux choisir sa propre alimentation et éventuellement de bénéficier d'une complémentation s'il y en a besoin et toujours sur mesure. Alors, comment on va mesurer l'impact de l'alimentation sur les différentes fonctions que l'on vient de voir? Eh bien, on le voit cliniquement et par des outils fonctionnels qu'on a élaborés, notamment par des questionnaires alimentaires fonctionnels, et puis également des questionnaires fonctionnels qui sont tous les troubles de santé qui sont en relation avec la perturbation de chacune des 5 fonctions. Et puis également, le médecin qui va faire la consultation de micronutrition va pouvoir, par l'exploration de certains marqueurs biologiques, affiner son diagnostic. Alors cette consultation, elle peut être faite par un médecin, c'est sûr, mais elle est faite de plus en plus par des diététiciens qui améliorent leur consultation par la pratique de la micronutrition, et de plus en plus, elle est faite par des pharmaciens qui font des entretiens à l'officine de micronutrition. Alors, on avait la question sur les missions de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Il y en a deux essentielles. La première, c'est l'enseignement auprès des professionnels de santé de cette discipline. Cet enseignement, il a commencé à partir de 1997 avec des cycles de formation, et ça dure toujours depuis plus de 20 ans. Ces cycles de formation sont proposés soit en présentiel, soit en e-learning, chaque année pour la formation de l'IEDM. Et puis depuis 2001, on a commencé à collaborer avec des facultés pour développer des diplômes universitaires. Ça a commencé à Dijon avec la faculté de Bourgogne, avec le docteur Olivier Coudron qui coordonne et maintenant dirige totalement ce diplôme universitaire. Ensuite à Poitiers avec un diplôme de micronutrition plus adapté au sport sous la direction de Denis Richer. Et puis nous assumons cette responsabilité pédagogique au Maroc avec l'université de Casablanca, et puis à Strasbourg depuis maintenant 2017 avec la faculté de pharmacie de Strasbourg. Et puis nous avons inauguré le premier diplôme de micronutrition aux Antilles à partir de l'année dernière. Deuxième mission, c'est la mission vis-à-vis de la population, et notamment
visée d'information, et on collabore avec tous les moyens de communication pour la population, et notamment nous élaborons depuis de nombreuses années, sous la responsabilité du docteur Laurence Benedetti, une publication qui s'appelle Les Échos de la micronutrition, qui sont des petits bijoux pédagogiques et qui sont très intéressants pour pouvoir informer sur des choses assez complexes, mais qui peuvent être comprises avec vraiment une bonne qualité pédagogique sur ces échos. Alors, Dr Chose, votre institut développe depuis longtemps des relations privilégiées avec Bleu Blanc Cœur. Pouvez-vous nous dire pourquoi et comment ces liens se sont créés et développés? Alors, oui, c'est vrai, parce que si on regarde, alors si tu veux faire l'animation un petit peu avant, la première animation, c'est l'importance que nous accordons en micronutrition sur les acides gras. Alors, les acides gras, pour faire très, très vite, ils sont composés de plusieurs familles. Il y a celles qui n'ont pas de double liaison, qu'on appelle les saturés, celles qui en ont une, qu'on appelle les monoinsaturés, et puis celles qui en ont plusieurs, qu'on appelle les polyinsaturés, avec des familles oméga-6, des familles oméga-3. Alors, il n'y a pas de mauvais et de bon, et en fait, il faut que ce soit très équilibré entre les différents acides gras. Et tous ces acides gras ont deux fonctions très importantes. D'abord, elles composent l'architecture de toutes les membranes, de toutes les cellules de l'organisme. Et il faut, comme vous le voyez à gauche sur ce phospholipide qui est l'élément fondamental de l'architecture de la membrane de la cellule, eh bien, il faut qu'il y ait un acide gras saturé, un acide gras polyinsaturé pour que la membrane soit fonctionnelle. Ça, c'est très important. Eh bien, nos membranes de toutes les cellules se renouvellent à peu près tous les 5 jours pour certaines cellules, tous les 120 jours pour d'autres. Ça veut dire que tous les 3 à 4 mois, nous renouvelons toutes nos cellules et les membranes avec. Ce qui veut dire qu'en consommant des acides gras parfaitement équilibrés, nous arrivons à renouveler la fonction cellulaire et la fonction membranaire. Ça, c'est première importance. Deuxièmement, les acides gras polyinsaturés, eh bien, sont responsables de la fabrication de certaines molécules qui sont très importantes pour de nombreux métabolismes. On vous a mis celui de l'inflammation. Bien, dans les oméga-6, vous avez un acide gras oméga-6 comme l'acide arachidonique qui est capable, lorsque vous êtes attaqué par un virus, de mettre le feu à un globule blanc de manière à tuer le virus. Eh bien ça, c'est très important, mais après qu'il y ait le feu, il faut éteindre le feu. Et puis là, il y a le pompier qui arrive, et le pompier, il vient d'une molécule qui est issue d'un oméga 3. Donc il faut bien sûr un bon équilibre entre oméga 6 et oméga 3, et pendant très longtemps, on a pu découvrir que cet équilibre n'était pas respecté, et c'est tout l'intérêt du travail qu'a fait Bleu Blanc Cœur. Nous sommes rentrés en relation avec Bleu Blanc Cœur dès 2001, puisque nous faisions les premiers enseignements universitaires, et Bleu Blanc Cœur est né en 2000 grâce aux travaux du professeur Pierre Weil, notamment du docteur Bernard Schmitt, et ils nous ont interpellés en désignant l'importance de l'alimentation du bétail comme un des responsables de ce déséquilibre entre les oméga-6 et oméga-3. Pour faire simple, en fait, bien avant, quand le bétail était nourri de manière naturelle, il mangeait de l'herbe, de la luzerne, des tourteaux de lin qui sont riches en oméga 3. Et puis après, avec l'agriculture moderne, on a utilisé des aliments qui étaient peut-être meilleurs marché, avec notamment les tourteaux de maïs, et qui étaient beaucoup plus riches en oméga 6. Et finalement, on s'est rendu compte que cette alimentation du bétail avait transformé l'équilibre oméga 6 et oméga 3 des êtres humains. Eh bien, c'est à partir de cette démarche qu'ils ont entrepris la démarche Bleu Blanc Cœur et qu'ils ont proposé une nouvelle filière des agriculteurs qui allaient accepter de nourrir. Et cette filière, c'est non seulement donner le moyen de proposer aux agriculteurs d'avoir une meilleure alimentation, mais en plus d'avoir une obligation de résultats, pas simplement de moyens, mais de résultats, c'est-à-dire de vérifier sur l'aliment que ces aliments étaient réellement riches en oméga 3. Alors, l'équilibre des oméga 3, c'est hyper important, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les apports en huile d'assaisonnement, les mélanges olive-colza, l'apport de l'huile de cameline, l'intérêt des oléagineux, l'intérêt des poissons gras,
Et puis, bien sûr, tous ces acides gras polyinsaturés doivent être bien protégés de l'oxydation parce qu'ils sont plus ou moins fragiles. Et la consommation des huiles d'assaisonnement, la consommation des poissons gras quand c'est possible, quand c'est correctement cuit, c'est pas tout à fait suffisant. Pourquoi? Parce que, diapo suivante, on a des problèmes de capacité de pouvoir apporter des poissons en quantité suffisante pour la population mondiale et les ressources de pêche ne sont pas suffisantes. Et c'est pour ça que la démarche Bleu Blanc Cœur est aujourd'hui une démarche indispensable de pouvoir donner des oméga 3 également par la filière animale. Et ça, c'est un élément très important. Et aujourd'hui, dans les enseignements depuis que la filière existe, dans les enseignements de micronutrition, nous préconisons les bonnes huiles d'assaisonnement, nous préconisons la consommation de poissons gras de qualité et également de se tourner vers les aliments qui bénéficient de la filière Bleu Blanc Cœur. Alors, nous avons élaboré quelques partenariats, et notamment, diapo suivante, nous avons pu permettre à la mise en place du premier collège des professionnels de la santé Bleu Blanc Cœur, qui fait partie aujourd'hui de la communauté Bleu Blanc Cœur, qui est la plus importante, et tous les affiliés de l'IEDM, des nombreux professionnels de la santé, eh bien, on leur a proposé de faire partie de ce premier collège des professionnels de santé Bleu Blanc Cœur. Et en 2016, nous avons contribué à élaborer cet écho de la micronutrition qui est consacré aux oméga 3 et qui est distribué bien sûr pour la distribution des professionnels de santé de l'IEDM et également pour tous les gens qui travaillent avec Bleu Blanc Cœur. Et comment positionnez-vous l'importance de la micronutrition dans le contexte actuel de crise sanitaire? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont on conseille la population dans cette crise sanitaire. Je pense que les pouvoirs publics et les autorités médicales se positionnent plus en termes de santé publique pour lutter contre le phénomène épidémique, et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, au niveau de la santé individuelle, on peut dire que c'est un peu le parent pauvre, et nous considérons que les approches que nous défendons peuvent se développer, notamment dans trois axes. Le premier axe, c'est comment mieux se défendre contre ce virus dont on sait qu'il est extrêmement contagieux, pas forcément au départ très virulent, et qu'il est plus que probable que des gens qui disposent d'une immunité de bonne qualité, notamment au niveau des barrières, au niveau des microbiotes, sont quand même mieux lotis que ceux qui ne l'ont pas. Donc ça, conseiller les gens avec toutes les données dont on dispose sur la protection contre tout ce qui est infection virale est un élément indispensable. Et aujourd'hui encore, on continue à conseiller nos professionnels de santé pour aller dans ce sens-là. Le deuxième, et ça, on s'y prépare, c'est les problèmes liés au confinement. Évidemment, le confinement, c'est source de stress, c'est source d'anxiété, voire d'angoisse, c'est source également de possibilités de déprime. Ça peut donner lieu à des développements de stress post-traumatique. Tout le monde ne bénéficie pas de conditions ni d'aptitude à supporter ce confinement. Et donc, on pourra aider avec des approches qui vont à la satisfaction des besoins dans des nutriments très importants. Je pense au magnésium, je pense aux précurseurs des neurotransmetteurs, je pense à la capacité de pouvoir les aider avec un certain nombre de plantes qui ont démontré des effets sur les syndromes anxio-dépressifs. Donc là aussi, c'est un deuxième point de vulnérabilité sur lesquels on pourra agir. Puis le troisième, c'est évidemment la plus ou moins grande aptitude à garder le poids bien équilibré. Il y aura certainement des personnes qui auront des difficultés à conserver leur poids, surtout s'ils n'ont pas de possibilité de pouvoir adopter une activité physique compatible avec ce confinement. Et donc, on aura des problèmes métaboliques possibles, des problèmes de surpoids, peut-être d'obésité, quand on sait également que les problèmes de surpoids, c'est-à-dire d'excès de graisse de mauvaise qualité, sont des éléments extrêmement péjoratifs pour la tolérance aux infections virales et à cette infection en particulier. On sait que le tissu adipeux malade peut être l'objet
d'une inflammation au sein de ce tissu, que cette inflammation peut déborder et créer une inflammation de faible intensité au niveau de l'organisme. Il se pourrait que les gens qui font cette deuxième phase extrêmement violente, qui crée des problèmes et aboutit parfois à des détresses respiratoires, sont des gens qui présentent probablement un foyer d'inflammation de bas grade qui passe souvent inaperçu, mais qui peut être l'élément qui fait que ce virus soit très mal supporté. La crise du Covid-19 fait que l'on parle beaucoup d'inflammation et d'oxydation. Pouvez-vous nous présenter ces mécanismes? Alors, l'inflammation et l'oxydation sont deux phénomènes extrêmement liés. Je vais vous parler tout de suite de ce qui avait été observé chez les gens qui sont hospitalisés, qui passent en réanimation et qui ont souvent des évolutions péjoratives sur l'infection à Covid-19. Les gens qui présentent une obésité importante sont vraiment des grands sujets à risque. Or, on sait que cette obésité et cette abondance de tissu gras a un potentiel d'inflammation très important et c'est probablement la raison pour laquelle ces sujets sont très à risque. Il y a un deuxième tissu qui est susceptible de beaucoup s'enflammer, c'est le tissu digestif. Le tissu digestif, lorsqu'il y a de l'inflammation digestive, ça peut être une maladie digestive inflammatoire, mais ça peut être simplement une irritation, un syndrome de l'intestin irritable qui peut provoquer une perturbation de tout l'écosystème intestinal, de la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, du microbiote, mais également une perturbation au niveau des jonctions qui maintiennent les cellules digestives bien cohérentes et le passage à une perméabilité intestinale, une augmentation de la perméabilité. Cette perméabilité peut laisser passer un certain nombre de molécules qui vont créer une inflammation au niveau de l'organisme. Alors ça, ce sont des mécanismes qu'on connaît bien et pour nous, la protection de la santé sur l'inflammation, sur l'oxydation passe par le contrôle des membranes, le contrôle des éléments qui permettent d'équilibrer les microbiotes intestinales, le contrôle bien sûr du tissu adipeux, et ça passe sur le plan nutritionnel par deux familles de nutriments qui sont extrêmement importants. Il y en a une dont on a parlé qui sont les oméga 3. Les oméga 3, ce sont les pompiers de l'inflammation. Ce sont les pompiers de l'inflammation. Et lorsque on a de bonnes sources des précurseurs d'oméga 3, puis de l'EPA, du DHA que l'on trouve dans le poisson gras et que l'on trouve également dans les aliments qui bénéficient de la filière bleu-blanc-cœur, eh bien, nous sommes mieux armés pour lutter contre l'inflammation et l'oxydation. Le deuxième, ce sont les polyphénols. Les polyphénols, ce sont toutes ces milliers de molécules que l'on retrouve dans les fruits et les légumes, ça donne de la couleur, de la saveur. On les trouve également dans toutes les épices, les herbes aromatiques, le thé, le café, le chocolat. Eh bien, tous ces polyphénols sont également des molécules qui sont très anti-inflammatoires, très antioxydantes, et en plus, elles ont l'intérêt d'avoir des propriétés prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles augmentent les populations d'espèces bactériennes qui sont favorables à la santé. Donc ça, on s'y intéresse beaucoup, et les liens qu'il y a entre notre assiette et ces phénomènes d'inflammation et d'oxydation, qui sont quand même les éléments majeurs de la complication des maladies chroniques et de l'entrée dans un vieillissement raté. Donc ça, c'est très important pour nous. Et la situation de difficulté de contrôle des situations d'infection comme celles que nous vivons, c'est très important de s'en occuper très sérieusement. Alors pouvez-vous... Oui. Pardon. Vas-y. Je crois qu'on a loupé une question juste avant. Voilà. Pouvez-vous nous dire comment l'alimentation peut nous aider à limiter le processus d'inflammation et le stress oxydant? Alors, on a déjà un petit peu anticipé sur cette question-là, puisqu'on a dit qu'il y a deux familles de nutriments qui sont très importants, c'est-à-dire avoir de bonnes huiles d'assaisonnement, les mélanges biologiques première pression à froid, d'olive colza, colza noix, rajouter un petit peu d'huile de caméline qui est excellente également,
pour sa richesse en oméga 3, et puis tout ce qui est végétal, hein, et qui contribue à donner à notre assiette tous les éléments protecteurs qui ont des effets anti-inflammatoires, antioxydants. J'ai parlé des polyphénols, mais tout ce qui est vitamines antioxydantes, tout ce qui est famille des caroténoïdes, tout ça, il y a une foultitude d'éléments qui sont très importants. Puis bien sûr, quand on parle d'inflammation et d'oxydation dans le domaine de l'infection, bien entendu, il faut penser à certaines vitamines comme la vitamine D qui est extrêmement importante et on sait aujourd'hui que le statut en vitamine D de la population n'est pas bon. Alors si vous pouvez vous mettre à la fenêtre et profiter du soleil, c'est très important. Et puis d'autres nutriments comme le zinc qui joue un rôle très important dans le problème d'inflammation. Et puis penser au statut en fer qui, chez beaucoup de femmes en âge de procréer, sont souvent relativement peu satisfaisants et qu'il est important d'aller vérifier et d'aller traiter. Et donc, Bleu Blanquer s'intéresse aussi maintenant à l'alimentation végétale et de plus en plus puisque on développe actuellement des légumes avec une densité nutritionnelle contrôlée. Que pensez-vous de cette initiative? Ça nous a fait bien plaisir quand on l'a appris, puisque ce qu'on apprécie beaucoup dans la démarche Bleu Blanquer, c'est le cahier des charges qui devient un cahier de ressources. C'est évidemment, Bleu Blanquer se différencie des autres modalités des différentes démarches de contrôle de l'alimentation par son obligation de résultat et de la composition nutritionnelle des aliments qui ont bénéficié de la filière. Et bien maintenant, après les oméga 3, on s'intéresse à ce qui peut contribuer à l'enrichissement micronutritionnel des végétaux. On en est très satisfait, d'autant plus que c'est avec cette démarche de vérification de la composition des aliments. Vous savez qu'un des problèmes essentiels de l'alimentation moderne, c'est ce qu'on appelle le phénomène des calories vides. Les calories vides, c'est un phénomène qui a été mis en avant par un grand chercheur qui s'appelle Christian Remézy et qui a parlé des calories vides en disant que l'alimentation industrielle avait privé l'aliment naturel de toute sa richesse micronutritionnelle qui en faisait sa valeur nutritionnelle et fonctionnelle. Donc, c'est extrêmement important que de pouvoir vérifier que les aliments disposent de leur richesse micronutritionnelle et ça va être un des objectifs de ces nouveaux produits qui vont bénéficier de la filière Bleu Blanquer végétale. Et alors du coup, on va bientôt terminer le webinaire et pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais avant, comme c'est bientôt l'heure de manger, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut mettre dans son assiette ce midi? Écoute, à cette question, on a fait appel à notre collaboratrice diététicienne avec qui on a le plaisir de travailler depuis plusieurs années. Alors, diapo suivante, cette collaboratrice s'appelle Solveig Darigo-Dartinet et on a eu le plaisir de collaborer sur un livre ensemble qui s'appelle « À chacun ses recettes pour un microbiote en forme ». Et elle nous a proposé 2 plats. Alors, nous a proposé un plat de résistance, ça va être un dôme de saumon aux pousses d'épinards qui sont des pousses d'épinards Bleu Blanquer. Et puis un dessert, vous allez voir, un cake moelleux aux pommes qui bénéficie également de farines particulières qui sont Bleu Blanquer. Alors, regardons un petit peu le dôme de saumon aux pousses d'épinards Bleu Blanquer. En fait, pour 4 personnes, il y aura besoin de 4 tranches de saumon fumé ou de truite fumée, avec 100 g de pousses d'épinards Bleu Blanquer, 200 g de chèvre frais, ça peut être soit du chèvre frais, soit du fromage frais, avec une échalote, et puis des brins d'aneth et du poivre en moulin. Avec ça, vous aurez une belle recette et non seulement une recette qui contient des oméga 3 du poisson, mais en plus une bonne richesse nutritionnelle des pousses d'épinards puisqu'elles ont été validées par la démarche Bleu Blanquer. Quant au dessert, c'est un cake moelleux aux pommes qui a été fait avec la recette que vous voyez, donc avec 2 pommes rainettes du Canada ou du Canada,
3 œufs bleu blanc cœur, un yaourt bleu blanc cœur et puis une farine issue d'un produit bleu blanc cœur qui s'appelle un suppain, avec lequel on peut faire des pains et avec lequel Solveig propose de faire ce cake moelleux. Cette farine, c'est une farine qui contient 50% de farine Tradilin, et c'est la farine Tradilin qui est logotée bleu blanc cœur. Donc on a également 2/3 d'un pot de yaourt, un demi-sachet de poudre à lever sans phosphate, et puis une cuillerée à café de cannelle avec 6 cuillères à soupe d'huile ou de contenu d'un pot de yaourt ou 70 grammes que l'on peut mettre à la place de beurre bleu blanc cœur. Je pense qu'avec ça, vous pourrez faire un bon dessert, un bon petit repas qui sera véritablement un repas bleu blanc cœur qui illustre parfaitement le discours qu'on a eu dans ce court webinaire avec vous. Alors, merci beaucoup, Dr Schoss, pour cette présentation et on va maintenant passer à la partie questions. Tout d'abord, j'ai pas mal de questions autour des légumes bleu blanc cœur où on nous demande par rapport au label agriculture biologique si le cahier des charges le prend en compte ou non. Donc, je vais juste y répondre rapidement. Alors, effectivement, donc, le cahier des charges recommande des pratiques soit de l'agriculture biologique, soit de haute valeur environnementale, donc HVE, de niveau 3. Mais ce n'est pas une obligation, sachant que les producteurs peuvent aussi justifier de pratiques agroécologiques et le conseil d'administration de Bleu Blanc Cœur statue sur la validation de la candidature ou non. Donc, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et de manière générale, dans toutes nos filières Bleu Blanc Cœur, il y a tout à fait la possibilité de cumuler le cahier des charges de l'agriculture biologique et le cahier des charges Bleu Blanc Cœur. Voilà. Ensuite, du coup, j'avais une question donc, de Florence sur comment la médecine mesure-t-elle dans le sang une bonne immunité et peut donc détecter les personnes à risque dans le cadre du Covid. Alors, dans le domaine de l'humidité, il y a différentes choses que vous pouvez vérifier. C'est d'abord tous les nutriments, que ce soit des vitamines ou que ce soit des oligo-éléments qui sont majeurs dans le domaine du contrôle de l'immunité. Il est possible dans le sang, par exemple, de vérifier si le statut est correct. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous considérons que le premier organe immunitaire de notre organisme, c'est le tube digestif, avec les 80% de cellules immunitaires qui siègent dans le fond du tube digestif. Donc, pouvoir s'assurer d'un écosystème qui fonctionne bien, et aujourd'hui c'est possible, puisque nous arrivons à évaluer l'existence d'un déséquilibre de flore qu'on appelle la dysbiose. On arrive à évaluer l'existence d'une perméabilité intestinale. On arrive à évaluer également une inflammation intestinale. Donc, nous avons un certain nombre de marqueurs qui nous permettent d'évaluer cette immunité. Et puis, de manière plus élargie, il existe un certain nombre de marqueurs sur les populations lymphocytaires qui contrôlent notre immunité. Donc, ce sont des examens assez sophistiqués, on les appelle les typages lymphocytaires, qui sont capables de nous donner un état des lieux extrêmement précis sur la façon dont notre immunité se comporte. Déjà, vous savez, on sait quand on est devant des patients en consultation si les gens ont une immunité perturbée. Ça peut être tout simplement des infections à répétition. Vous voyez, des gens souffrent assez fréquemment d'infections hivernales à répétition ou bien de phénomènes d'excès de réactions immunitaires comme des phénomènes allergiques ou des phénomènes de perturbations auto-immunes. Donc, on a déjà des clignotants qui s'allument pour aller explorer ces fonctions-là. Et est-ce qu'on peut donner des oméga 3 dans le cadre de maladies auto-immunes? Alors, les oméga 3, de toute façon, sont indispensables dans toutes les maladies inflammatoires, dont font partie les maladies auto-immunes, et il convient d'en donner quand on fait des complémentations
surtout de longue durée, de les donner à dose physiologique. Il n'y a pas besoin d'en donner des kilogrammes, il faut donner à dose physiologique. Vous savez que les acides gras à chaîne courte, les apports recommandés quotidiens sont de 250 mg chacun. On peut très bien donner une alimentation la mieux équilibrée avec les bonnes huiles d'assaisonnement, les bons poissons, la filière bœuf blanca, et puis rajouter une dose nutritionnelle d'oméga 3. C'est quelque chose que l'on fait très, très régulièrement dans cette situation. Il a été recommandé de ne pas consommer d'anti-inflammatoires en début d'apparition de symptômes. Que pensez-vous d'un apport conséquent de vitamine C naturelle une fois le processus inflammatoire déclenché? Alors, dans le processus inflammatoire déclenché, on dit ne pas consommer d'anti-inflammatoires. Il semblerait que tout dépend de quel anti-inflammatoire on parle. Ce sont des éléments qui sont extrêmement discutés aujourd'hui sur le plan physiopathologique. Il est probable que certaines molécules anti-inflammatoires n'ont pas des effets intéressants et peuvent parfois même avoir des effets délétères. Mais il est évident qu'à un moment donné, il faut, et surtout dans cette deuxième phase de cette maladie, que bien heureusement, peu de patients atteints par l'infection développent, il y a une flambée inflammatoire, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, les cytokines étant des molécules, ces cytokines peuvent être des molécules inflammatoires. Il y a également des cytokines anti-inflammatoires, mais les cytokines inflammatoires qui font l'objet de cet orage cytokinique, eh bien, il va falloir les traiter avec des procédés anti-inflammatoires à un moment donné. Et qu'utilisez-vous pour supplémenter les patients en magnésium et en fer? Alors, disons que le principe en micronutrition est d'utiliser toujours des doses nutritionnelles. On différencie l'approche micronutritionnelle de l'approche de supplémentation nutritionnelle. On considère qu'à partir du moment où on est dans des états de déficit ou de carence, il faut donner 2 à 3 fois les doses recommandées pendant quelques temps, de manière à pouvoir retrouver l'équilibre. Nous ne préconisons pas les doses pharmacologiques de vitamines ou de minéraux pour traiter les gens. C'est une autre discipline. La supplémentation à forte dose n'est pas la micronutrition. Donc, ce qu'on essaye de trouver dans les complémentations que l'on fait en fer et en magnésium, ce sont des vecteurs du magnésium ou des vecteurs du fer qui sont dotés de propriétés particulières, c'est-à-dire qu'elles sont bien tolérées pour l'assimilation digestive et elles permettent une assimilation digestive supérieure et souvent, en particulier pour le magnésium, des rétentions au niveau cellulaire qui sont importantes. Ça veut dire que le magnésium, il est efficace que quand il reste dans la cellule et quand il ne sort pas de la cellule. Donc, il y a un certain nombre de vecteurs du magnésium qui sont utilisés en complémentation, qui sont très efficaces et qu'on utilise régulièrement dans nos complémentations de micronutrition. Et c'est vrai également pour le fer. Peut-on utiliser le mélange colza-huile d'olive en cuisson douce? Alors, ce n'est pas l'objectif des mélanges colza-olive, ce n'est pas des huiles qui sont idéales pour la cuisson, même si on dit il est assez fréquent de dire que le colza ne pose pas trop de problèmes si la cuisson n'est pas importante. D'abord, se méfier des cuissons à haute température. Hein. Les cuissons à basse température sont privilégiées parce qu'elles peuvent provoquer des transformations des nutriments qu'on essaie de faire cuire en éléments qui sont souvent des éléments pro-cancérigènes. Donc, éviter les cuissons à haute température. Mais en huile d'assaisonnement, on préfère utiliser des huiles qui ne sont pas trop polyinsaturées, et notamment des huiles comme l'huile d'olive convient parfaitement à l'huile de cuisson. Et on a des questions autour de l'insupin. Est-ce que c'est un ingrédient qui est destiné aux diabétiques à la base? Est-ce que c'est à index glycémique bas? Oui, c'est une farine qui contient à la fois un profil glycémique qui est intéressant et en plus, donc il y aura une charge glycémique qui est peu importante
et en plus qui contient des protéines. Donc, c'est un mélange qui a été fait à la fois pour apporter des protéines, pour apporter moins de glucides, pour être moins calorique et en plus enrichi grâce au tradilin avec des oméga-3. Et on a une question autour du poisson. Donc, comment complémenter les enfants en particulier qui n'aiment pas le poisson? Donc, je suppose que c'est pour l'apport en oméga-3. Et est-ce que la consommation d'œufs ou de poulet en apporte suffisamment sans consommer de poisson? Alors, l'œuf est particulièrement riche en acides gras, en oméga-3 à longue chaîne. C'est vraiment un aliment très, très intéressant de la filière bleu blanc cœur. Donc, on peut l'apporter comme ça. Et les enfants, à partir d'un certain âge, peuvent consommer avec leurs parents des crudités et puis des salades qui sont bien assaisonnées. Et puis, si le poisson n'est pas apprécié, il existe des possibilités de complémentation en oméga-3 longue chaîne, même pour les enfants aujourd'hui. Donc, on a différentes cordes à notre arc pour pouvoir trouver des solutions quand il y a des difficultés d'approvisionnement en oméga-3. Très bien. Et bon, alors du coup, une dernière question. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais comme c'est indiqué là sur la diapositive, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, notamment je vois beaucoup de questions sur la filière végétale de Bleu Blanc Cœur, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui est en bas, contact@bleu-blanc-coeur.com. Et alors, je vais essayer de sélectionner une dernière question. Comment est évaluée une dysbiose autrement que par la clinique? Pas de témoin avec un microbiote originel? Je ne sais pas si je comprends bien la question. En tout cas, beaucoup d'éléments cliniques permettent de nous faire suspecter un déséquilibre au niveau du microbiote. Le terme de dysbiose, hein, c'est aujourd'hui rattaché au fait que notre microbiote intestinal peut être moins abondant, moins riche qu'il devrait l'être et souvent moins diversifié. C'est-à-dire il y a moins d'espèces bactériennes favorables à la santé. Donc c'est ça qu'on appelle le phénomène de dysbiose. Alors il y a effectivement beaucoup de critères cliniques, hein, le premier étant l'existence de troubles fonctionnels digestifs. Et également, on peut aller explorer le microbiote et il y a un examen que l'on fait dans les selles et qu'on aime beaucoup, c'est la détection des acides gras à chaîne courte dans les selles. Pourquoi? Parce que quand vous donnez à manger de bons aliments qui vont permettre aux bonnes bactéries de pouvoir les métaboliser, eh bien les bactéries de bonne qualité métabolisent des acides gras qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Et lorsque dans les selles on retrouve un bon équilibre des acides gras à chaîne courte, hein, c'est le butyrate, le propionate, l'acétate, ce sont des éléments assez communs des acides gras à chaîne courte fabriqués par le microbiote, eh bien on peut dire qu'il y a un bon équilibre. Et souvent les gens qui sont en dysbiose ont très souvent une insuffisance de butyrate, qui est un élément très important pour la régulation de la santé. Donc, on peut aller approcher de manière plus fine l'exploration des dysbioses aujourd'hui. Merci, Dr Schoss. On va passer à la suite du diaporama. Voilà, du coup, je voulais juste vous rappeler, donc on effectue ces webinaires tous les mardis à 11 h. Il y en aura également un autre le jeudi 24 avril avec Anthony Berthoud. Mais le prochain, du coup, portera sur externalité environnementale et la loi Egalim vue par BBC. Et pour rappel, donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas inscrites dans la communauté Bleu Blanc Cœur et si ça vous intéresse de nous rejoindre, de recevoir un petit peu nos actualités et d'avoir la possibilité d'avoir accès à notamment toutes nos publications scientifiques et puis les replays de tous les webinaires, vous pouvez le faire très facilement en allant sur www.bleu-blanc-coeur.org/mon soutien.
Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, voilà, si vous avez des questions en plus auxquelles on n'a pas répondu, vous nous envoyez un petit mail et on y répondra individuellement en privé. Bonne journée à tous et à bientôt. Je voudrais également souhaiter bon courage à tout le monde, puisqu'on en a pris encore pour un mois. Et puis, pensez à votre assiette, pensez à faire l'activité physique qui vous est permis de faire dans vos conditions de confinement. Et puis, euh, tentons d'en profiter pour tirer le meilleur profit de cette période difficile, pour peut-être regarder la vie du meilleur côté possible. Et puis, beaucoup d'espoir pour pour un avenir tous ensemble et un avenir heureux. En tout cas, bon courage à tous et merci d'avoir été présents. Merci, au revoir.